Bonjour à toutes et à tous. Je démarre officiellement avec beaucoup de plaisir cette 12e édition de webinaire Seven. Je suis Thomas Fraudet, cofondateur de Seven, cabinet de formation pédagogie innovante. Et nous sommes le 29 février, date unique, avec trois personnes uniques, Delphine Manceau, Delphine Merle et Clémence Rousseau du Marseille. Et nous allons ensemble, pendant 45 minutes, discuter, échanger, partager les bonnes pratiques. C'est ça vraiment le terme important, le fil rouge de tous ces webinaires. Partager les bonnes pratiques sur un thème que nous trouvons très intéressant et qui est dirigeantes d'entreprise, comment elles embarquent leurs équipes et réussissent leurs projets de transformation. Donc le mot important, c'est transformation. Le deuxième mot important, c'est dirigeante d'entreprise. Et donc, je vous donne la parole, chacune d'entre vous, pour vous présenter simplement et partager quelque chose d'intéressant pour nos participants, notamment ce qui vous drive, par exemple, ce qui vous motive, et puis l'exemple de transformation qui va être le fil rouge pendant tout ce webinaire. À qui veut se lancer en premier? J'y vais. Bonjour. Vas-y Delphine. Voilà, Delphine Delphine Merle. Merle. Bonjour à tous. Merci beaucoup Thomas pour ce super moment. Donc moi je suis Delphine Merle, cofondatrice de Whitebird. On fait de la gestion immobilière pour compte de tiers. Ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait on est syndic si je dois le résumer. Et Oui. on a créé cette société avec mon associé Benoît avec l'objectif de participer à la transformation de ce marché, qui est un marché à la fois très utile, très installé, mais qui est en pleine mutation. Et donc nous, notre ambition et ce qui nous drive tous les matins, c'est vraiment d'être un des acteurs qui va permettre à ce secteur d'évoluer dans les prochaines années. L'axe que tu vas prendre pendant ces 45 minutes, du coup, est-ce que tu peux le partager? Alors, tout à fait. Je vais essayer d'avoir un axe qui n'est pas que interne, mais aussi vis-à-vis du marché, puisque nous, notre projet, c'est de créer le premier réseau de franchise de syndic en France. On doit transformer les usages et en tout cas passer d'une activité qui fait du B2C à B2B2C. Et donc, on doit à la fois convaincre les clients finaux et convaincre aussi nos partenaires, nos futurs franchisés, de se lancer dans ce modèle un petit peu nouveau pour ce marché. Est-ce que juste pour finir, tu peux nous donner quelques éléments sur Whitebird? Vous êtes combien? Ce réseau, il est constitué de combien de personnes et quelles sont les ambitions? Alors, donc chez Whitebird, on est 60. Ça fait 4 ans qu'on existe. L'activité franchise, donc réseau, a été lancée il y a un an et on a déjà 22 partenaires, 22 franchisés. Et on veut en avoir 60 d'ici la fin de l'année. Donc, gros challenge. Magnifique. Merci Delphine. Alors, on peut faire quelque chose. À qui passes-tu la parole? Ça, c'est terrible. Eh ben, Delphine, Très bien. Merci Delphine. ça va être facile. Moi, je suis Delphine Manceau, je suis la directrice générale de Neoma Business School. Neoma, c'est le fruit de la fusion il y a exactement 10 ans entre l'école de commerce de Rouen et l'école de commerce de Reims. On n'est pas une start-up au sens où l'école existe depuis 150 ans maintenant. Par contre, Neoma, telle qu'elle existe aujourd'hui, existe depuis 10 ans. Le grand projet de transformation que j'ai mené, moi, ça fait 7 ans que j'ai rejoint l'école en tant que DG. Donc, c'est vraiment un projet de transformation post-fusion. Une fois la fusion faite en termes d'organisation, de nom, quel projet on porte et comment on embarque tout le monde dans une période post-fusion. À noter qu'en préparant, j'ai trouvé une statistique que j'ai trouvée fascinante d'après les alumni de Neoma, qui est de dire que vous avez un Parisien sur 200 qui a fait Neoma. Et je me suis dit que c'était quand même beaucoup. Et à noter aussi que moi, pendant 7 ans, j'ai été directeur d'un programme au sein de Neoma. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontré, Delphine. J'étais directeur du Master Business Développement Client Grand Compte. Et que j'ai donc assisté personnellement à finalement, à cette transformation qui a été de faire de deux écoles qui avaient leur identité une seule. Et c'est pas uniquement une question de nom, c'est vraiment une question de projet et d'ambition et de créer un groupe d'alumni, ainsi de suite. Clémence, tu as la main pour nous Merci Thomas. présenter Nutshell et puis pour Mhm. nous dire l'axe de transfo que tu as choisi.
Alors, donc moi, je suis Clémence, je suis cofondatrice de Nutshell, qui est une entreprise d'écotourisme qui, en fait, identifie des friches touristiques en Europe et qui les réhabilite pour implanter un concept de ressourcement au cœur de la nature pour des clients qui veulent, pendant quelques jours, s'évader un peu de leur quotidien et revenir à des choses simples. Nous, ce qui nous anime, donc on a créé des villages forestiers avec des cabanes, on en a aujourd'hui 2 en Europe, et ce qui nous anime, c'est euh, d'avoir vu que quand tu permets aux gens de revenir à des choses essentielles, finalement, ça les rend heureux. Oui. Donc, c'est un petit peu ce qui nous guide au quotidien. Et mon projet de transformation à moi, sur lequel j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans une entreprise aujourd'hui comme la nôtre, qui fait 4 millions de chiffre d'affaires et qui a à peu près 40 personnes, comment est-ce qu'on fait pour ancrer durablement le développement et la croissance et donc créer un middle management qui permette justement de favoriser une croissance durable et pérenne. Voilà. Ok. Très clair, 3 sujets très différents. Donc une transfo, je dirais, organisationnelle, une transfo managériale, et puis une transfo, j'ai envie de dire, franchisée, de réseau. Donc la première question, ça va être de dire de façon assez simple, quels sont en fait on parle de clés de succès. Et on avait identifié quelques points, c'est-à-dire que est-ce que c'est l'urgence de la situation qui a fait qu'on s'est mis à cette transformation? Est-ce que comment est-ce que vous avez fait pour mener de façon très large votre projet de transformation? Est-ce que c'est l'urgence qui a dicté les choses? Est-ce que vous avez euh, créé une équipe pilote, petite équipe, et que vous menez votre transfo avec cette petite équipe avant de convaincre tout le monde? Est-ce que vous avez commencé par la vision? Vous avez défini une vision et vous l'avez transmise? En fait, on est sur tous les grands fondements théoriques du change management. Et l'idée, c'est de se dire, cette transfo, du coup, vous, comment est-ce que vous l'avez menée? Est-ce que vous avez suivi une méthode? Est-ce que vous avez fait à l'instinct? Et dans les faits, par quoi vous avez commencé? Je reprends du coup, comme j'ai fait la dernière presse, je rebondis Vas-y. sur ce que j'ai fait. Nous, la façon dont on l'a fait, où on a accusé réception d'abord, c'est qu'en fait, on a pris un mur Ouais. organisationnel, c'est-à-dire que faut se dire, on est une petite boîte. On a fait 2 projets d'implantation de villages forestiers qui étaient très lourds. On a fait beaucoup de développement dans les premières années. Après, il nous a fallu 2 ans pour stabiliser l'organisation et accuser réception de ce qu'on avait développé. Ok. Et donc, mettre en place une orga opérationnelle. Et puis ensuite, on s'est dit, bah, on va se remettre à développer. Et là, en fait, on s'est aperçu que nous, les 2 cofondateurs, bah, en fait, on n'arrivait pas à le faire passer dans l'agenda. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas la place. Et donc, c'est en réfléchissant et en regardant un peu comme des enfants, et je pense que c'est un peu le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est d'avoir une capacité à porter un regard d'enfant. Souvent, on dit ça en philo sur les choses, et donc de se dire, ben, en fait, c'est pas possible. Ce qu'on essaye de faire, c'est cool, il y a plein d'ambitions, mais c'est juste pas possible par l'organisation qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de là qu'on a eu envie de se poser et de se dire, ben, simplement de quoi en fait on a besoin pour réintégrer le développement comme une vraie ambition et pas le faire en mode plic-ploc. Donc ça, c'est la première chose qui nous a guidés. Et le deuxième facteur clé de succès, c'est qu'on est en capacité de se poser cette question parce que l'organisation est prête. Et donc là, je pense qu'il y a un regard d'honnêteté à avoir sur les organisations qu'on transforme avant de s'engager dans la transformation. C'est et soit de se regarder dans le miroir et de se dire en tant que fondateur ou en tant que dirigeant, est-ce que j'ai envie de mener cette entreprise d'évolution? Est-ce que j'ai envie d'aller là où je choisis d'aller? Ok. Et après, de regarder mon organisation et de se dire, est-ce que l'organisation est mature pour le faire? Et donc de vraiment se poser cette question-là. Alors, je vais passer la parole à Delphine Manceau parce que ce qui est intéressant, c'est que pour toi, c'était complètement différent dans la mesure où tu as accepté ta prise de poste connaissant le cahier des charges, j'ai envie de dire, de la transformation. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a le côté, ce que tu as exprimé, Clémence, nous, dans nos formations, on appelle ça en fait, la burning platform, tu vois, la logique de quand il y a une difficulté, finalement, on s'y met, ce qui est souvent la première étape du changement. Et toi, du coup, Delphine, tu es arrivé, alors tu as dû, au cours de la transformation, te retrouver évidemment avec des difficultés et des moments où il faut réagir parce qu'on est dans l'urgence, mais tu as accepté cette mission de transfo, en réalité, en arrivant en connaissance de cause, puisque la fusion avait déjà eu lieu. Oui, voilà, moi je suis arrivée 3 ans après la fusion.
La première partie avait eu lieu, qui était une partie vraiment d'organisation, de rapprochement du portefeuille de programme, etc. Et il fallait rentrer dans, j'allais dire, la fusion dans les esprits et dans les cœurs pour donner du sens à tout ça. La fusion sur le papier avait été faite, mais il fallait que les équipes se l'approprient et la voient positivement, hein. On sait bien dans le sujet de fusion, ça vient de la gouvernance, et puis après, il faut que tout le monde y adhère. Et ça, c'était ça mon projet. Voilà, le projet, il s'est imposé à moi. En tout cas, j'ai accepté le job en sachant qu'il y avait ce Oui, projet-là. Bon, pour donner une idée, hein, on est aujourd'hui, bon, à l'époque, on était à peu près, quand je suis arrivée, on était à peu près 650 salariés à Neoma. Aujourd'hui, on est d'accord. 800. De plein de pays, puisqu'il y avait 150 professeurs de tous les pays, et puis 500 équipes sur les fonctions support. Nous, la manière dont on a fait ça, c'est que on a... Alors, tu demandais, Thomas, tu disais, Oui. est-ce que vous avez partie d'une petite équipe où on avait un COMEX très impliqué, qui avait beaucoup participé à la fusion, parce que finalement, moi, j'étais la nouvelle personne venue de l'extérieur, mais un COMEX qui avait vécu la fusion. Mais le Tu as parti été bien accueilli? Tu as été bien accueilli par le Oui, COMEX? j'ai été très bien accueillie avec beaucoup en se disant, et je pense que c'était assez malin de faire venir quelqu'un de l'extérieur comme ça, 2, 3 ans après la fusion, quelqu'un qui avait un regard nouveau, qui n'était pas attaché à une des anciennes écoles et qui arrivait de l'extérieur. Honnêtement, je pense que c'était un bon choix, indépendamment de ma personne, mais le casting le profil, de prendre quelqu'un d'externe, c'était je pense, une bonne idée à ce moment-là Ok, de la fusion. Le parti pris que j'ai pris et qu'on a pris avec l'ensemble de l'équipe, c'est de ne pas s'appuyer sur une petite équipe, mais au contraire d'associer un maximum de gens. Alors quand on est 650, c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de monde. Mais donc on a développé un projet qu'on a appelé Imagine Neoma. On a joué c'est sur le ça. nom Neoma. Où on a mis ensemble, on a organisé 5 hackathons sur des thématiques, mais qui étaient presque des excuses, pour mettre ensemble des étudiants, des professeurs, des équipes support et des diplômés, et à travailler sur c'est quoi l'école de demain, comment vous rêvez que soit Neoma dans 5 ou 10 ans. Donc, on se projette sur le long terme. Donc déjà, ça a poussé les gens à travailler ensemble, quel que soit leur campus d'origine, leur école d'origine, leur histoire, en se projetant résolument vers l'avenir, mais un avenir lointain pour pas qu'on soit englué dans les difficultés de court terme et Ok. qu'on se parle pas de ce qui allait mal, mais qu'on se parle d'un avenir enchanté, l'avenir dont on le rêve. On en a sorti un document qui faisait 7-8 pages, qui s'appelait Nos convictions pour l'école de demain, mais l'école pour le néomat de demain. On en a sorti aussi un film avec des témoignages des différentes parties prenantes, et ça a été un élément fondateur. Ce qu'il y a dedans, il y a des choses qu'on a réalisées, il y a des choses qu'on n'a pas réalisées, mais finalement, c'était une excuse pour que les gens se parlent et parlent de leurs rêves ensemble et construisent l'avenir et ne se tournent pas vers le passé. Parce que dans une situation de fusion, il y a vraiment le risque que c'était mieux avant. Et là, ça a obligé tout le monde à se projeter dans le futur. Et après, on a déroulé, en fait. À partir de là, les fondations étaient là pour faire un plan stratégique, pour travailler sur les outils de communication interne, pour identifier des projets et les timer. Mais voilà, la vision était née collectivement, et du coup, après, ça a donné du sens. C'était vraiment une logique de Donc sensory. l'ambition, c'était vraiment embarquer un maximum de personnes, ce qui peut être contre-intuitif quand on sait qu'on va mélanger des personnes administratives, la faculté, enfin tout un tas de parties prenantes, comme tu dis, c'est intéressant quand tu dis que tu as parlé plusieurs fois de prétexte. Et donc du coup, l'idée c'était de réunir les gens. Ok, ok, intéressant parce que c'est pas forcément donc c'est facile à dire et pas forcément simple à mener. Et je me souviens, parce que moi j'avais fait partie des gens qui étaient dans ces ateliers de réflexion qui avaient été pilotés par un cabinet de conseil. Absolument. Delphine, Oui. est-ce que... Alors, oui, donc déjà, je voulais juste, je pense qu'il y a un point commun dans ce que vous avez dit toutes les deux, Delphine et Clémence, et qui, je pense, est assez important, c'est la notion de cœur et d'engagement personnel. Parce que mener une transformation, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de difficile, qui fait sortir tout le monde de sa zone de confort. Donc, si on n'a pas une sincérité dans la démarche, je pense que c'est très difficile à faire.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la chronologie, je pense que, en tout cas, de notre côté, comme on a inventé un nouvel usage et une nouvelle façon d'exercer ce métier de syndic, il fallait que mon associé et moi, on ait une vision qui soit ultra claire et dans laquelle on soit à 2000% convaincus. Et je pense que sans ça, c'était impossible de préparer l'entreprise à ce virage et ensuite d'aller convaincre le marché. Donc nous, on a eu une première phase déjà de conviction en interne et de préparation de ce projet de lancement d'un réseau de partenaires. Et donc ça, il a fallu avoir un niveau d'engagement super fort parce qu'en fait, on explique à des gens qui sont déjà à 100-110% de leur force de travail qu'en fait, il faut aller chercher encore plus loin pour anticiper et changer la façon dont on travaille alors que c'est même pas encore là. Donc cette vision, cet engagement, il faut vraiment qu'il soit ultra communicatif. Et si on n'y croit pas au fond de soi-même, je pense que c'est très, très difficile. Donc nous, on a une première étape de je transforme l'entreprise pour la préparer à la transformation du marché. Et ensuite, c'est comment j'arrive à communiquer à un marché très existant, très corporatiste, dans lequel il y a beaucoup d'habitudes installées, en disant salut, c'est nous, on vous trouve super. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs super sur ce marché, mais on pense que peut-être on pourrait faire un peu comme ça. Et ça, c'est beaucoup d'humilité, parce que la transformation, tout le monde doit être humble par rapport à ça, parce que par définition, on a un objectif, mais à la fin, on sait que le chemin pour y aller, il n'est pas si évident et qu'on va devoir faire des virages, des détours, peut-être même des retours en arrière. Et donc l'humilité, je pense que c'est quelque chose de super important, surtout quand on s'adresse à un marché qui est existant et qui ne nous a pas du tout attendu pour être là, pour fonctionner, pour gagner de l'argent, etc., etc. Donc je pense que la conviction et l'humilité, c'est vraiment dans la transformation deux choses clés. Nous avons chez Seven un concept que nous aimons beaucoup, c'est le concept de first follower, le premier suiveur. Tu sais, le premier employé, le premier franchisé, la première personne qui te dit oui. Et c'est intéressant parce que souvent, cette première personne, dans le cadre d'une transfo, c'est la première personne qui dit on y va, on y croit. Je sais que dans ton réseau, enfin, le réseau, il y a un moment, il y a le premier qui dit oui. Et puis, il y a le deuxième qui dit oui, qui souvent va parler au premier. Et ainsi de suite. Et pour lancer cette dynamique, et ben c'est intéressant de. Alors, soit c'est le hasard, soit en cartographie, on va chercher la première personne. Et souvent, ce qui fait la différence, enfin, ce qui motive le choix, c'est pas les éléments rationnels, ils sont là, bien sûr. Mais il y a un moment, il faut la personne, il faut le cœur. Et il y a un moment, il y a une espèce de connexion qui fait qu'on ressent si la personne y croit ou pas. Excellent. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous sentez que le webinaire est structuré avec un outil qui est un outil très classique de gestion du changement. Et c'est amusant que tu aies pris la parole en premier, euh, Clémence, parce que c'est le sentiment d'urgence. Et puis derrière, on enchaîne souvent avec la petite équipe, la vision. C'est ce que tu viens de dire. On a la vision et puis on la partage. J'ai une question très précise sur le partage de la vision. Vous gérez pas mal de personnes. Donc, du coup, comment est-ce que vous faites pour transmettre votre passion, votre énergie, votre vision à quelqu'un qui doit la transmettre à son tour? Parce que ça, je trouve ça difficile, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le feu sacré du dirigeant et vous êtes face à des collaborateurs qui l'ont aussi, mais à leur façon. Et c'est pas forcément la même façon que vous. Et là, je ne vais pas intervenir dans le webinaire parce que c'est pas mon rôle, mais je sais que moi, au sein de Seven, c'est un sujet important en interne de transmettre le feu sacré du dirigeant à quelqu'un qui n'est pas dirigeant. Est-ce que vous avez un point là-dessus? C'est clairement le sujet de transfo du middle management, mais est-ce que vous avez vécu des moments où vous êtes soit vous ne savez pas comment transmettre ce feu sacré, ou alors vous découvrez chez des gens une façon de le présenter qui est incroyable parce qu'ils se l'approprient. Et pareil, je vous pose la question avec un maximum de cas réels, si vous les avez, si vous pensez à des personnes, là, je pense que c'est le moment de nous le partager. Alors, je peux commencer si ça vous va? Vas-y. Yes. Je pense il y a l'effet du passage de la vision à un plan d'action. Et Oui. que ce passage-là, il doit être quand même très formalisé. C'est-à-dire que ce qui se conçoit clairement s'exprime clairement. Et que donc, si on n'est pas capable de décrire cette transformation, et quitte après à revenir dessus, hein, mais en tout cas à la détailler, à expliquer ce qui va se passer étape par étape, etc., c'est que quelque part,
il y a peut-être un manque de maturité et qu'il faut travailler ça. Et ensuite, je pense qu'un des éléments très importants, et nous on l'a vu, c'est la répétition. Le fait de jamais perdre de vue que les collaborateurs, les futurs partenaires, enfin, tous ces gens à qui on va demander de participer à cette transformation, ils ont déjà un quotidien, ils ont déjà plein de choses à penser. Et donc, c'est pas parce qu'on l'a dit une fois pendant une réunion d'équipe ou devant une foule d'admirateurs qu'ils vont s'en souvenir par la suite. Donc, peut-être vous avez réussi à marquer les esprits une fois, mais en fait, pour moi, la transformation, c'est dans le temps. Et donc, c'est comment est-ce que je continue à être au top de la pensée de l'ensemble des parties prenantes de cette transformation. Et donc, la notion de répétition, la notion voilà, de routine, entre guillemets, sur cette transformation, je pense elle est clé, parce que sinon, tout le monde va perdre de route, va perdre la vision de où est-ce qu'on a envie d'aller. Et le Que fait tu de... dis, ce que tu dis, c'est ouais. qu'une part importante de ton métier, c'est de répéter les choses avec conviction. Exactement. Et pour te donner un exemple concret, on a structuré l'onboarding des collaborateurs, parce que là, on est passé de 0 à 60 en moins de 4 ans, avec évidemment des gens qui sont partis. Donc peut-être qu'on a embauché peut-être 120 personnes, je sais pas. Enfin, ça fait beaucoup de gens à intégrer. Et au départ, voilà, les gens arrivaient dans une équipe et sans avoir la vision globale, parce que leur manager était forcément concentré sur son périmètre. Et donc maintenant, dès que quelqu'un arrive, bah, il a un parcours d'intégration avec, il rencontre chaque manager, il rencontre les deux fondateurs, Donc, vous même avez si on les a gardé dans déjà vus l'onboarding le temps avec les deux fondateurs, droit dans les yeux, je vais te parler. Exactement, exactement. Et nous, notre rôle à ce moment-là, même si on a embauché quelqu'un qui va avoir que un petit rôle dans tout cet écosystème, c'est de dire, en fait, tu es important parce que ton rôle, voilà comment il peut être mis en perspective et voilà où est-ce qu'on a envie d'aller, voilà où on a envie que Whiteboard soit dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et ça, c'est super important. Et le fait de le redire, parce que combien de fois on a entendu, ah, mais j'avais pas compris qu'on vous allait faire un réseau. Ah bon? Ouais. Et c'est parce que et c'est pas du tout de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté, c'est vraiment parce que le quotidien prend le pas et prend le dessus sur la vision qu'on doit porter. Et donc, voilà, Alors là, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Delphine parce que avec les 800 collaborateurs, les arrivées, les sorties, je pense pas, alors je me trompe peut-être, mais je pense pas que dans l'onboarding de l'arrivée de chacun, il y ait la rencontre avec Delphine. Est-ce que du coup, ça devient un privilège? Est-ce que du coup, tu te l'interdis en te disant, bah, vu que je le fais pas pour certains, je me l'interdis? Ou alors est-ce que tu fais des cohortes avec des petits déjeuners? Ou alors est-ce que c'est en visio? Enfin, je sais pas du tout. Ouais, je fais des petits déjeuners avec les nouveaux après 4 mois. C'est-à-dire que finalement, moi, mon expérience, c'est que, alors, on a un dispositif d'onboarding, une espèce, quelques jours de, mais assez vite, il y a une saturation cognitive et les gens retiennent plus. Enfin, c'est un moment important, ils se rencontrent, ils voient les gens. Mais ce que je privilégie, c'est plutôt 3 4 mois plus tard. D'abord, pour moi, c'est très intéressant parce que ça me permet d'avoir un feedback et un rapport d'étonnement collectif. Donc, c'est des petits déjeuners à 8 10 personnes. Euh, Oui, ce que ce soit intéressant de. Pardon, Delphine, mais intéressant de le voir, pas que dans le sens d'apporter aux collaborateurs, de le voir aussi dans l'autre sens de bah, profitons exactement. de ce temps pour que tu me fasses ton rapport d'étonnement. Et toi, ça te permet du Voilà. coup d'évaluer entre guillemets les gens en fait. Bah, moi, ça me permet surtout d'évaluer si le projet est bien communiqué au Ouais. nouveau, ce qu'ils en ont compris, ce qui fonctionne bien, moins bien. Donc, et puis, c'est souvent, au bout de 3 4 mois, voilà, ils commencent à avoir une idée, mais on peut encore rectifier ce qui a pas. Et puis, je passe beaucoup de temps, du coup, à ce moment-là, à expliquer la vision, où on va, pourquoi. Donc ça, j'y crois beaucoup. Pour revenir à ce que disait Delphine. Moi, je pense que finalement, embarquer les équipes, il faut à la fois la vision, enfin, c'est une bonne combinatoire de vision et d'humilité. Il faut et je crois beaucoup à la proximité. Alors, c'est sûr que quand on a 800 collaborateurs, la proximité, ça peut être un challenge. Et trois campus ou trois ou plusieurs Oui, sites pas qu'en plus, pour voilà. Clémence. Ouais. Mais il faut faire en sorte que les gens s'approprient le projet et ils se l'approprieront s'ils se sentent partie prenante et donc proches de la vision et de l'équipe dirigeante. Donc ça, pour moi, c'est tout l'enjeu. C'est que finalement, l'émotion, l'énergie qu'on peut mettre et qu'on incarne en tant que dirigeante crée de la proximité avec le projet de chacun. Ok. Moi, je vais compléter du coup ce que vous avez dit à l'échelle. Donc moi, mon équipe est plus petite, donc le projet de transfo, l'avantage c'est que j'ai plus d'agilité, je pense. J'ai moins la sensation d'avoir un paquebot.
En revanche, donc du coup, moi, les principes sur lesquels je m'appuie d'ailleurs, le premier, c'est le higher purpose. Donc, c'est toujours rappeler, enfin, je fais beaucoup de travail de visualisation de là où on va quand on transforme pour vraiment emmener les gens dans un lieu. Donc, j'essaye vraiment de dire au-delà de on veut ouvrir un domaine par an, ça veut dire quoi en fait? Où est-ce qu'on est? À quoi ça ressemble? Du coup, ça veut dire quoi pour nous? Comment on va se déplacer? Pour qu'il y ait un ancrage dans la réalité, pour que ce soit pas un truc stratosphérisé, mais que ça devienne vraiment un paysage que les gens habitent. Donc, il y a un premier travail sur la visualisation. Et j'essaye de recentrer le débat de ce grand truc qui peut leur paraître un peu lointain, parce que finalement, c'est leur boîte, mais c'est pas, ils sont pas non plus, ça n'est pas que, c'est pas toute leur vie. J'essaye de me dire, c'est quoi leur rôle individuel à l'intérieur de ça. Et donc, il y a vraiment une notion de mission, et dans les feuilles d'onboarding, ou etc., le premier palier chez moi, c'est en quoi votre rôle, quel que soit le niveau, il est fondamental dans l'atteinte de cette transfo parce que toi, tu es la personne qui porte telle chose. Et donc, je les rattache individuellement à cette transformation. Comme ça, ils ont vraiment une mission qui leur est dédiée. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est un petit concept qui est un peu inspiré du Lean sur lequel j'ai travaillé dans les dernières semaines ou derniers mois. C'est la dynamique du sachant. En Lean Management, il y a un principe qui est assez accepté dans lequel il y a des gens qui sont des experts sur des sujets, quelle que soit leur position hiérarchique dans la boîte, en fait, on s'en fout. Et donc, De à façon partir du transverse, tu veux moment, dire, ouais, voilà, complètement exactement. Et transverse. donc, à partir du moment où j'identifie un talent ou le fait qu'une personne a en fait acquis une réelle compétence sur un sujet, je le déclare sachant, je le fais savoir à l'organisation, et donc c'est lui qui va spontanément porter une partie de la transformation sur ce sujet-là. Donc, il y a un côté un peu apostolique qui va aller non seulement porter la bonne parole dans les autres domaines, faire du transfert de savoir, etc. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième principe. Tu fais ce truc-là hyper bien, bah, tu sais quoi? En fait, tu es hyper fort et donc je vais m'appuyer sur toi pour transformer cette petite brique dans la boîte et c'est toi qui vas le porter. Donc, du coup, ils ont une deuxième mission. On avait accompagné une entreprise il y a des années où après 6 mois de transfo sur un sujet d'interco, enfin de filiales étrangères qui se payaient les unes avec les autres, avait été découvert que dans l'équipe, il y avait une personne qui avait fait ça pendant des années au Club Med et qui n'avait jamais osé en fait même prendre la parole parce qu'elle était, enfin voilà, on lui avait pas posé la question, elle n'avait pas eu l'idée d'intervenir. Et effectivement, ça c'est un sujet qui est central pour nous, c'est le fait d'identifier les compétences avec deux axes qui sont pas évidents, qui sont d'un côté les gens qui pensent être sachants alors que pas forcément, et puis ceux qui ne pensent pas être sachants alors qu'ils le sont. Et là, il y a un vrai travail d'évaluation au sens RNCP, quoi, au sens évaluation, d'évaluation pour qu'à la fin, on ait un jugement qui soit validé et par la personne et par d'autres pour savoir, enfin voilà, pour savoir de quoi on parle. J'ai des questions qui commencent à, voilà, qui commencent à, enfin, qui apparaissent, comme on a mis midi et demi. Euh, Pardon. Donc, j'ai des questions. La première question que j'ai, c'est une question assez personnelle, mais je la trouve intéressante, puis je trouve que vos réponses sont de qualité. C'est une question sur à qui vous vous confiez. Et vous vous confiez, c'est un petit peu, vous savez, le dirigeant, pas forcément sur les choses négatives d'ailleurs, ça peut être sur les choses difficiles, mais ça peut aussi être sur ce qui va bien, sur l'euphorie par moment, il y a des moments d'euphorie. Et la question, c'est à qui vous vous confiez. Alors, quand il y a un cofondateur, et c'est le cas pour Delphine Merle et puis pour Clémence, j'imagine que le cofondateur a ce rôle de confident, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et ça m'intéresse. Est-ce que ça va sur la sphère privée? Est-ce que vous avez des gens extérieurs, des mentors ou des personnes avec qui vous avez gardé contact, avec un âge différent peut-être, ou plus d'expérience, moins d'expérience. Est-ce que vous avez en tête une personne à qui vous vous confiez? Alors après, si vous voulez pas en parler, vous pouvez dire Monsieur X ou Madame X, mais ça m'intéresse de se dire, quand on traverse la transformation, il y a des hauts et des bas, et donc du coup, quand on a des moments j'ai envie de dire, de questionnement, est-ce que c'est dans votre tête, juste dans le cadre du travail avec la deuxième personne ou avec d'autres? Si évidemment vous avez déjà eu des moments de questionnement. Alors, je pense que c'est une super question. Alors, je vais exclure un tout petit peu la sphère personnelle et familiale parce que c'est toujours des configurations
unique, on va dire. Absolument. Et un conseil que j'avais eu il y a quelques années quand j'avais animé une formation avec McKinsey sur le fait de débloquer les potentiels des futurs leaders. Un des conseils que j'adorais, c'était de se constituer son propre mini-board. C'est-à-dire de se dire, il faut que j'ai dans ma vie professionnelle un entourage, peut-être une, deux, trois, quatre, cinq personnes, plus ça devient quand même un peu complexe à animer, avec lesquelles je crée une relation qui est plus que la relation professionnelle, parce qu'on partage des valeurs communes sur comment on gère sa carrière, sur la loyauté, enfin. Après, chacun va développer ses propres sujets et de se dire j'ai ce mini board que j'anime, hein, alors pas tous ensemble, mais j'entretiens une relation particulière avec une, deux, trois, quatre personnes en qui Et j'ai tu confiance, l'as que créé? j'admire. Ouais, moi j'en ai, je peux vous donner des noms. Excellent. Ouais. Je vais vous donner un nom parce que c'est une fille que j'adore qui s'appelle Clémentine Piazza. Qui a travaillé pour moi au départ et après qui a monté sa boîte bien avant que moi je monte la mienne. Et c'est une fille géniale. Et donc, on a travaillé ensemble. Et donc, je sais que quand on se parle, parfois on s'appelle pour un petit conseil, mais vraiment ridicule. Là, j'ai un mail à un investisseur à envoyer, je sais pas comment sonner le truc, on s'appelle 10 Ah minutes, oui. elle me relit mon mail. C'est quoi? Et où, par exemple, on va parler de la stratégie de recrutement, comment on fait, nos tips. Et donc, on se voit à titre personnel souvent, mais deux, trois fois par an, c'est vraiment un déj de et toi, j'ai ça comme difficulté, comment je la résous, C'est comment je toi la qui lui as fais. proposé? C'est toi qui lui as proposé? C'est elle qui te l'a proposé? Ça Alors, s'est fait comme ça. c'est pas formel, on s'est pas dit, tiens, t'es membre de mon mini-board. En plus, elle avait animé avec moi cette formation avec McKinsey, donc je pense qu'on avait toutes les deux en tête ce sujet. Mais D'accord. j'ai d'autres gens dans mon mini-board ne savent pas que ça s'appelle mon mini-board. Donc voilà, j'ai quatre cinq personnes, effectivement, dans mon entourage avec qui je sais que je peux avoir des échanges professionnels en toute transparence sur à la fois des sujets très stratégiques de comment je me vois dans 5 ans, comment je gère, même avec des questions d'imbrication avec la sphère familiale, etc. Et des questions super basiques de tel concurrent, il est en train de prendre de la place sur le marché, quelle posture je dois avoir. Enfin, vraiment des choses à la fois très visionnaires et très stratégiques et à la fois très terre à terre de conseils terre à terre. Et ça, Clément, c'est génial. merci parce que en fait, c'est évident maintenant que tu l'as dit. Mais pour autant, moi, j'ai pas de mini-board. Je suis très vexé. Ben, Est-ce que vous avez, alors, à qui vous confiez-vous? Si tant est qu'il faille se confier, hein, voilà. Et moi, c'est un peu comparable. J'ai développé dans mon réseau sur les dernières années à la fois des entrepreneurs. J'ai un réseau d'entrepreneurs, parmi lesquels il y en a certains dont je partage beaucoup de valeurs. Et donc, ce sont effectivement des gens vers lesquels je me tourne quand j'ai vraiment des sujets très lourds. Que je le disais avec humour dans le chat, mais il y a toi, par exemple, aussi Thomas, sur des sujets RH, on le sait, on interagit pas mal. Et puis ensuite, moi, je voudrais aller un pas plus loin, juste pour mettre une pierre de plus à l'édifice de Delphine. Euh, Au-delà de la question de à qui vous confiez-vous, ce que je trouve très intéressant, c'est comment vous confiez-vous aussi. C'est-à-dire que les bases d'échange que j'ai avec les gens qui peuvent aujourd'hui me donner des conseils, en fait, ne me donnent pas de conseils. On a des techniques assez particulières pour interagir. Quand j'ai des questions, je vous donne des exemples. On peut déclencher des groupes de 3-4 personnes et faire ce qu'on appelle une intervision, c'est-à-dire un moment où j'expose le problème et où il n'y a que des questions qui me sont adressées sans que j'y réponde. Et souvent, c'est la puissance de ces outils et du fait que les gens m'apportent plein de questions et ne rebondissent qu'avec des questions permet déjà de résoudre le problème sans jugement. Et la deuxième, c'est toujours sur une base d'écoute active et de résonance. Les mots, je les jette comme ça et ceux qui sont intéressés pourront creuser un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Mais je trouve qu'au-delà de avec qui j'échange, une des clés, c'est aussi la qualité de l'écoute des personnes avec lesquelles je suis qui vont pouvoir me faire avancer. Je vais juste appuyer un point que tu viens de soulever parce que je pense pas que tout le monde ait conscience de la puissance de cet outil. C'est Mm, recevoir des questions et ne pas y répondre. mm, Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est très l'être puissant. humain n'est pas fabriqué pour ça. C'est-à-dire que c'est très difficile, c'est très pénible. Et on veut dire, mais si je t'avais. Enfin, on veut. Et ne pas y répondre et comprendre que c'est l'exercice, oh,
Ça, c'est étonnant. Et comprendre que la question C'est un outil posée, très puissant. ça fait 4 ans qu'elle est là, en fait. Enfin, je veux dire, Mm. on est sur des questions qu'on boucle. Delphine, est-ce que tu as une bonne pratique à partager? Peut-être. Déjà, moi, je partage beaucoup avec mon équipe sur nos succès, mais aussi sur nos difficultés. C'est-à-dire que je pense que c'est important aussi de se le dire entre soi en disant, bon, bah, là, on n'y arrive pas, pourquoi? Donc, Oui. ça va de soi, mais je préfère quand même le dire parce que on parle beaucoup de la solitude du dirigeant et ça existe et je le vis, mais c'est aussi important bah, voilà, de s'interroger mutuellement et d'essayer de le faire de manière très ouverte. Ça, c'est le premier point. Après, moi, Donc, j'ai des quand tu gens. t'es connecté, excuse-moi à nouveau, c'est le rythme, c'est pas simple d'interrompre, mais excuse-moi. Quand tu t'es connecté, on faisait le point sur le fait que tu avais un cercle proche de gens fidèles qui, depuis 4, 5, 6, 7 ans, étaient là autour de toi et avaient contribué, en fait, à, bah, finalement, à sécuriser ton travail et que c'est un bon indicateur. Oui, et que, alors au début, c'est un peu perturbant quand on leur dit, bon, bah, on va faire une réunion sur un truc où vraiment on n'arrête pas de se planter, on n'y arrive pas. Donc, les premières fois, c'est des nouveaux, ils disent, oh là là, on va se faire engueuler, enfin, ou ça va être un mauvais moment pour nous. Mais en fait, non, l'idée, c'est vraiment de se dire, collectivement, on n'y arrive pas, il n'y a pas de responsable, mais comment penser le sujet autrement et essayer de comprendre. Donc, ça, c'est le premier point. Ok. Après, bah, moi, dans mon secteur, qui est un secteur, le secteur des écoles de commerce, c'est à la fois très concurrentiel, mais en même temps, on se connaît tous, c'est une toute petite communauté, les dirigeants. Donc, moi, j'ai quelques collègues Il y dirigeants a un d'école. WhatsApp des dirigeants. Il y a un WhatsApp, absolument. On a un WhatsApp, mais au-delà du WhatsApp, il y a quelques personnes que je vais appeler en disant bah, j'ai un souci avec ma gouvernance, il y a ça que je sais pas trop comment faire. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça? Et donc, on a, voilà, entre nous, on rigole, on dit que c'est notre groupe Deans Anonymous. Comme il y a les alcooliques anonymes, il y a les DG anonymes d'école. Mais bah, alors après, il y a des trucs qu'on partage, des trucs qu'on partage pas, hein, mais c'est quand même intéressant. Surtout, ce qui fait toujours du bien, c'est de voir qu'on est plusieurs à partager les mêmes difficultés. Donc, ça permet aussi voilà, ça fait du bien. Au-delà du cercle, après, bon, il y a aussi voilà, il y a aussi, moi, une personne qui m'avait coachée il y a 10 ans et s'est engagée pour la vie à être ma outline en cas d'état d'âme. Ça, c'est vraiment terrible, terrible. Excellent. Euh, ok, très bien. Je prends aussi cet engagement pour la vie hotline. En fait, c'est la promesse de ce webinaire, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est cette logique de partage de bonnes pratiques, de réaliser avec un peu de recul que cette chose indépassable que nous sommes en train de vivre et qui nous prend la moitié de notre cerveau est quelque chose de très classique qui a été vécu par l'intégralité de nos pairs et qui ne demande qu'à partager, en tout cas la façon dont ils l'ont traité. Et ça, c'est toujours surprenant de voir comme on a du mal à sortir de son propre cerveau qui boucle sur un sujet qui est finalement assez simple. Et pour s'en convaincre, d'ailleurs, j'aime bien dire aux gens de regarder leur to-do list d'il y a un an et de constater le côté vain, finalement, le côté, enfin, le fait que tout est passé et que les vrais sujets importants, finalement, il y en a très peu dans l'année. Euh, Est-ce que vous avez, on est bon. Alors je continuerai bien vraiment longtemps avec vous sur ce rythme-là, puis surtout vous répondez avec précision, honnêteté, avec des exemples, j'aime bien. Enfin voilà, je me permets de vous débriefer. Est-ce que vous auriez chacune un dernier mot avec un dernier exemple sur un sujet qu'on n'a pas traité que vous auriez préparé? Petit exemple que vous aviez en tête ou une dernière phrase sur peut-être un projet de transfo que vous avez. L'idée n'est pas de relancer un sujet, c'est plutôt de dire, voilà, en préparant ce webinaire, je m'étais dit de donner ce message-là et là, je vous le partage. Est-ce que vous avez ce dernier point? Et puis après, on se dira au revoir et je vous remercierai pour votre temps. Moi, il y a un truc sur lequel que j'ai pas dit et je pense que c'est important et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. À commencer par exemple par mon associé avec lequel j'ai des débats, donc je vais le dire du coup. C'est la transparence. Je pense qu'un projet de transfo, des projets au global de croissance et tout, ça nécessite d'être extrêmement transparent et qu'il ne faut pas avoir peur d'être transparent dans ses feedbacks, dans le fait de dire les choses, pour autant qu'il y ait un cadre, y compris dans ce que font les autres, comment ils le font. Donc, je donne un micro-exemple. Dans l'exemple de transfo qu'on est en train de faire,
on a mis en place plein de réunions, enfin des systèmes de gouvernance. Eh bien, tout le monde dans la boîte est au courant de tous les systèmes de gouvernance individuels de chacun. Tout le monde dans la boîte va avoir accès aux missions de chacun. Donc, plus on crée de la transparence pour moi, et plus on permet aux gens de créer un climat de confiance. Voilà. Et je sais que c'est une tendance qu'on a nativement de justement rétropédaler la transparence parce qu'on a peur de dire les choses, parce qu'on a peur de vexer, parce qu'on a peur que ça foute le bordel. Bah, moi, je suis très militante de ça. Voilà. J'avais envie de le poser. Excellent. Excellent, merci. Moi, je pense qu'il y a un élément, ça rejoint un peu. Moi, je passe beaucoup de temps à expliquer pourquoi des décisions ont été prises, pourquoi on a décidé de faire ça. Et ça prend un temps dingue. C'est parfois contre-intuitif parce que euh, en fait, souvent, une décision, c'est un arbitrage entre des inconvénients de plusieurs solutions. Donc, finalement, il n'y a pas de bonne solution. Mais dans un monde où c'est facile de critiquer les décisions, où les gens peuvent vite avoir un sentiment d'arbitraire, je trouve que c'est vraiment important de dire oui, c'est la décision qu'on a prise, elle a tel et tel inconvénient, je le sais, mais les alternatives, voilà les inconvénients, et voilà pourquoi on a choisi ces inconvénients-là plutôt que ceux-là. Et je pense que ça rejoint l'idée de transparence, c'est pour ça que je rebondis, mais je trouve que c'est vraiment important et ça permet, par rapport à la question d'embarquer les équipes, ça permet aussi que les gens comprennent les dilemmes auxquels, en tant que dirigeant, on est confronté, et ça permet d'embarquer les gens en disant, c'est pas parce qu'elle est sur une autre planète et qu'elle comprend pas nos problèmes au quotidien. Oui, on voit bien les inconvénients, mais les alternatives étaient pires. Sans lancer de débat polémique, c'est ce qu'on appelle, quand il s'agit de déléguer, d'éviter l'effet 49.3. C'est-à-dire le côté qui fait que finalement, quelle que soit la décision, la façon de la diffuser est problématique, alors que derrière, on peut expliquer, et surtout expliquer en disant que c'est une solution temporaire, médiane, bancale, mais pour les raisons qui sont suivantes. Excellent. Euh, Delphine, tu vas avoir le privilège d'avoir le mot de la fin. Oula. Donc, il faut que ce soit inspirant, idéalement en rime. Et tu peux dire ce qui te veut. Et si tu ne veux rien dire, tu dis Joker et c'est tout bon. Alors, je voulais aussi peut-être apporter ma pierre à l'édifice et rajouter quelque chose à ce qu'ont dit Clémence et Delphine qui me semble tout à fait juste. Et j'ajouterais peut-être la notion de critique constructive parce qu'en fait, la transformation, ça nécessite forcément qu'on passe d'un état à un autre. Et donc, si on a décidé de faire cette transformation, c'est que quelque part, il y avait des choses qu'on avait envie de changer parce que on pense qu'il y a, il y a des améliorations à apporter, etc. Et donc, je trouve que c'est un peu un challenge quand on pilote un projet de transformation quel qu'il soit, c'est d'à la fois d'avoir ce regard critique mais constructif sur ce qui était fait avant pour arriver à embarquer. Parce que je trouve que la transformation, quand c'est par opposition, Delphine, tout à l'heure, tu parlais du fait de dire qu'il y avait des anciens, le fait que toi, tu sois vierge, entre guillemets, puisque tu venais ni de Reims, ni de Rouen, quelque part, ça te permettait de ne pas être dans cette espèce de peut-être opposition entre les Gaulois et les Romains. Je ne sais pas si c'était comme ça, mais en tout cas, je pense un des facteurs clés de succès, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce que c'est le moment de la transformation. Donc d'assumer aussi ce qui s'est passé avant, quand on est dans la continuité, en tout cas en termes de personnes. Parce que la transformation, ça nécessite qu'on regarde aussi dans le rétroviseur avec un œil critique. Et ça, si on le fait de façon transparente, comme tu le disais Clémence, et de façon constructive, je pense que c'est aussi une des clés pour amener à la transformation sans créer de frustration. Voilà, c'était pour répondre à ta dernière question, Thomas. Pas une conclusion. Merci beaucoup Delphine. On finit pile à l'heure. C'est un plaisir. Merci à tous les participants. Nous allons rediffuser ce webinaire rapidement via les réseaux, notamment LinkedIn. Toutes les trois, vous avez vos coordonnées, mais je vais les repartager parce que je pense que ça peut être l'occasion de créer des liens entre écoles, entreprises et dans vos différents domaines. Et je vous remercie à nouveau pour votre temps, pour votre authenticité, et puis pour d'avoir respecté la règle du jeu de partager les bonnes pratiques. À Merci, bientôt! merci à tous Salut les deux. Thomas!
Au Merci revoir beaucoup. Thomas. Au revoir Delphine et Au Delphine. revoir. Ciao. Au Salut. revoir. Au revoir à tous les trois.